Morning, everyone. Welcome to our webinar on how to engage with the high-level political Bonjour. forum in July of next year. Comment s'engager sur le forum du mois de juillet plus tard. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de nous joindre. S'il vous plaît, attendez, patientez. On va attendre encore quelques participants et nous allons commencer la présentation dans 1 minute. Looks like we have a full house here now. Welcome to this webinar on how Alors, bienvenue tout le monde à ce webinaire, comment s'engager avec les rapports de développement durable, pour le forum politique. Je suis Bethany Brown, je suis conseillère de droits humains pour l'IDEA et je supporte le travail des groupes parties prenantes pour les personnes avec handicap avec les EPF. Et nous sommes très contents de vous avoir ici avec nous. Je voudrais commencer avec quelques petites règles. Tout d'abord, nous avons l'interprétation en espagnol, français et en ligne en langage signe international. Cliquez sur l'icône du globe en bas pour voir la traduction, entendre la traduction de notre langage. Avec le CC, vous pouvez cliquer pour le sous-titrage et aussi le lien pour les services dans le chat. Vous pouvez demander des questions à nos présentateurs durant la session en utilisant la fonction Q&A, questions et réponses en bas. Et nous allons faire notre meilleur pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions ou des problèmes à travers cette session, vous pouvez envoyer un message à Erin Hargan. Son adresse courriel est aussi inclus dans le chat. Alors aujourd'hui, nous allons diviser la session en 2 portions. Nous allons avoir une session où nous avons des experts merveilleux avec beaucoup d'expérience qui vont partager un peu les façons pour s'engager avec le forum au niveau politique. Et nous avons laissé la dernière partie de notre présentation pour les questions et pour les réponses à leurs pensées. Songez-y, tout ce que vous est intéressant. Nous voudrions avoir une riche conversation. Si vous avez une question, peut-être ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui a ces mêmes questions. Alors, ne soyez pas timide, s'il vous plaît, demandez-nous. Nous allons commencer notre session aujourd'hui avec Suleiman Abdoumani, organisme de personnes avec handicap, représentant, et aussi une partie prenante, représentant de personnes avec handicap 2019 sur le forum de haut niveau politique. Il va parler avec nous aujourd'hui sur la généralisation des forums politiques de haut niveau. Et avec cela, j'ai le plaisir de donner la parole à Suleiman. Merci. Good morning, good evening, Bon après-midi, bonsoir, bon matin, dépendant de où vous vous trouvez. C'est vraiment mon plaisir d'être ici avec tout le monde ici aujourd'hui pour présenter, pour parler de mon expérience
au sujet des forums politiques de haut niveau, as one of the stakeholder person with comme disability, une des parties prenantes des personnes avec handicap. this Vraiment, high-level political forum is ce forum de haut niveau est vraiment clé in the process of inclusion of persons with dans le disability, processus d'inclusion des personnes avec handicap, them into the aussi society, dans leur intégration dans la société, et aussi une voix très forte pour les personnes avec handicap. organization from Nigeria, Organisme de Nigeria. Pour commencer, our strategy pour commencer notre stratégie qui commence du pays, inclusion of persons with disability at the high level. s'il faut promouvoir, en fait, la promotion de personnes, de droits des personnes avec handicap sur le haut niveau Cluster, the government et cluster and diviser CSO clusters. la section de SPCO du gouvernement et notre CSO clusters, du, persons with disability may have access to it. du groupe de CO, des personnes avec handicap peut être incluse dans ce groupement et dans le forum de haut niveau, les personnes avec handicap devraient savoir, ils doivent comprendre du forum de haut niveau parce que c'est une place où des forts lobbies, des forts plaidoyers qui sont présentés avec respect politique, la politique avec l'agenda de 2020. Alors, le forum de haut niveau est plutôt concentré sur les buts de développement durable. Nous avons aussi besoin des personnes avec handicap d'avoir un engagement constructif pour planifier notre objectif et pour être meilleur, il faut être inclus dans les politiques gouvernementales en respect avec nos priorités dans les buts de développement durable. In the targets and indicators. Comme ça a déjà été décrit dans les indicateurs, je faisais partie du mouvement de droit handicap nigérien, mais nous avons fait certains de s'inclure avec des organismes de personnes avec handicap pour recevoir des informations, pour voir quand le gouvernement avoir des rencontres quand ils vont planifier, par exemple, un forum de haut niveau, par exemple, la révision nationale. Ça fait partie du forum de haut niveau dans chaque pays. Et chaque pays a cette révision nationale 2 fois. 2 fois à l'intérieur des 2 à 3 ans, dans les 15 ans, des buts de développement durable, c'est au pays de décider quand ils veulent organiser ces points de révision. Alors, les pays vont organiser les rapports, comment ils ont été capables d'organiser, implémenter les indicateurs spécifiques des buts de développement durable et tout ce qui est souligné.
Et pour les personnes avec handicap, on a besoin de le suivre parce que pour comparer les rapports avec ce qui était présenté par la réalité, parce que la plupart des personnes avec handicap sont laissées de côté. Les personnes sans handicap pour représenter les personnes avec handicap et le mouvement avec handicap n'est pas représenté même dans l'implémentation de la décision qui est en place. Ma première expérience était 2019 quand on était au forum de haut niveau politique. Il y a vraiment un grand comble dans le mouvement handicap quand il y a question de forum de haut niveau politique, parce que mon premier contact était là. Alors, j'ai fait contact avec mon collègue du mouvement handicap pour voir s'il était inclus dans la planification. Et il y a vraiment un grand comble entre le mouvement handicap au Nigeria, qui n'était pas au courant des autres individuels, les autres organismes de personnes avec handicap, ce qui veut dire que le gouvernement a décidé de favoriser un groupe sur les autres. Pourquoi est-ce qu'il a laissé de côté les organismes représentants? Et le forum de politique de haut niveau lui-même, j'ai aussi compris qu'il y a un mécanisme qui a été mis en place sur comment les personnes avec handicap peuvent être incluses et dans la plateforme, commençant du niveau du pays jusqu'au niveau régional et aussi jusqu'au niveau de l'ONU. Encore une fois, ça m'a appris que en participant dans les plateformes, en fait, dans les forums de haut niveau politique, il faut avoir une bonne stratégie pour les organismes de personnes avec handicap parce qu'ils doivent être inclus, parce que les parties prenantes des personnes avec handicap Was the stakeholder group of persons with disability was established? alors les parties prenantes des personnes avec handicap ont été établies en plus de focus sur les personnes avec handicap dans le forum politique de haut niveau. Some of the indicators that Quelques-uns des indicateurs qui sont reliés aux personnes avec handicap, how they leave the issue, how they capture the issue of persons with disability in the VNR report. It will give more understanding, more in-depth. Les rapports VNR, les questions des personnes avec handicap, je crois beaucoup vraiment que les personnes avec handicap sur le niveau régional, au niveau du pays, ont besoin de se réveiller et connaître les politiques et les stratégies sur comment ils peuvent être inclus dans l'agenda du gouvernement. Aussi le cadre politique des gouvernements en respect avec les buts de développement durable et les indicateurs spécifiques, en s'attendant que les personnes avec handicap sur ces plateformes peuvent être capables de suivre les actions clés et être capables de travailler avec sur le niveau du pays comme un mouvement pour les personnes avec handicap. Comme ça, personne ne va être laissé de côté.
dans l'agenda de l'inclusion de as l'handicap, the SDG goal agenda 2030. comme à l'intérieur de l'agenda des buts de développement durable de 2020. Merci beaucoup. Merci à vous, Suleiman, pour cette excellente introduction, pour souligner la valeur du Forum politique de haut niveau au niveau national et l'approche sur deux voies, travail avec les organisations de société civile ainsi qu'avec les autres organisations de personnes handicapées et travailler donc ensemble pour parler d'une même voix. Ceux-ci sont des points très importants. Et pour aller plus en détail sur les rapports nationaux volontaires et ce processus, nous avons de la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Oli Hanneman et Yassine Diop. Tout d'abord, nous allons entendre une présentation de Oli Hanneman, qui est coordinateur global de la plateforme mondiale soutenant l'action de la société civile et des citoyens, ainsi que le coordinateur du groupe de travail des grands groupes et autres parties prenantes sur les rapports nationaux volontaires. Et nous sommes très contents de l'accueillir à notre réunion aujourd'hui. Je vous passe la parole, Oli. Je vous remercie, Bethany. C'est un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous tous et de pouvoir partager mes idées avec vous. Il est très important de voir que les groupes, les acteurs autour des ODD commencent à planifier plus tôt cette année pour s'assurer que l'année prochaine, nous serons à notre maximum pour juillet 2022. Donc, je voudrais vous donner plus d'informations du point de vue de mon organisation Action for Sustainable Development et du groupe de travail dont Bethany a parlé, qui regroupe un nombre d'acteurs, des grands groupes et autres acteurs. Je vais vous donner un peu de contexte et je suis certain que certains d'entre vous le connaissent déjà. Donc, il y a ce processus de groupe majeur et autres acteurs qui a commencé en 1992. Et à cette époque, il y avait 9 groupes d'acteurs et en ce moment, il y en a 21 donc il est composé des ONG ainsi que, par exemple, des organisations de femmes, des organisations d'enfants, des organisations de personnes handicapées, ensuite des peuples autochtones. Donc, tous ces groupes qui constituent ce groupe de travail se sont organisés eux-mêmes et ils sont là pour partager leurs idées autour du forum politique de haut niveau et les processus de rapport national volontaire. Et les principes que nous partageons tous, c'est de s'assurer que le processus est large et ouvert et inclusif, aussi inclusif que possible, et qu'il est basé sur l'agenda des droits de l'homme, l'égalité et la non-discrimination. Je suis très content de pouvoir me joindre à vous et comme je l'ai dit, il y a un mécanisme de coordination qui aide à connecter tous ces groupes d'acteurs mais au sein de ce groupe, nous avons donc un groupe de travail sur les RNV. Je suis l'un de ceux qui essayent de gérer un groupe sur les RNV avec ma collègue qui est basée dans Asia Pacific et Ricarda qui est de Education and Academia, groupe d'acteurs. Donc, je passe au RNV, donc rapport national volontaire. Comme vous l'avez déjà entendu, il nous donne les rapports tous les ans et les pays peuvent choisir à quel moment ils peuvent les présenter. Donc, nous aurons 64 pays, dont 12 qui vont soumettre leur rapport pour la première fois, 29 pour la deuxième fois
et 5 qui soumettent leur rapport pour la 3e ou la 4e fois, dont le Togo, par exemple, qui soumet son rapport la 4e fois. Donc, il y a des pays qui ont maintenant un peu d'expérience dans ces rapports et qui vont peut-être montrer un progrès. De notre côté, du côté des acteurs, je pense qu'il est essentiel de travailler ensemble afin d'avoir nos rapports spotlight indépendants qui vont donner la vision de la société civile. Certains pays impliquent la société civile dans le processus de consultation. Nous avons poussé pour cela, pour que ces consultations soient ouvertes et inclusives. Et si les pays que vous connaissez qui vont soumettre leur rapport cette année et vous ne pouvez pas trouver d'informations, dites-nous. Et avec Bethany, on va consulter l'ONU parce que selon leurs instructions, les États devraient avoir un processus ouvert et inclusif. Au sein de notre groupe de travail, nous avons avoir un appel ouvert à tous les groupes d'acteurs qui seraient intéressés à participer activement dans les rapports de la société civile au niveau national. Donc, si vous travaillez dans l'un des pays qui va soumettre le RNV dans l'année à venir, je vous invite à remplir ce questionnaire qui sera en ligne, j'espère, à la fin de cette semaine. Donc, nous commençons le processus très tôt pour avoir une vue de tous les intérêts et ensuite, chaque groupe d'acteurs va identifier des points focaux de tous les groupes majeurs et acteurs qui va nous permettre de connecter ce qui se passe au niveau national avec le processus global. Et je pense qu'il est très important que vous soyez leader de ce qui se passe dans vos pays. Donc, j'espère que nous aurons les différents interlocuteurs de différents pays pour voir quels sont vos défis et comment nous pouvons faire rentrer vos visions dans les RNV. Donc, il y aura sans doute une opportunité pour qu'au moins un acteur parle en juillet avec lors de la présentation du RNV. Certains, je pense que cela va se passer en ligne, mais peut-être que certaines parties vont se passer aussi en personne. Je ne sais pas encore, mais nous allons vraiment nous assurer que les voix nationales se fassent entendre. Nous publierons donc ce questionnaire à la fin de cette semaine et nous le laisserons actif jusqu'à fin janvier et nous organiserons d'autres webinaires qui vont organiser probablement en janvier pour vous informer davantage sur le processus. Ensuite, nous discutons avec UNDESA pour voir comment nous, en tant qu'acteurs, pouvons parler avec les représentants des pays à l'ONU pour souligner l'importance de l'opinion des acteurs dans tous ces processus nationaux. Avant de conclure, je voudrais souligner que notre organisation Action for Sustainable Development, nous avons un petit budget que nous allons consacrer à soutenir les dialogues nationaux sur les RNV et nous allons maintenant essayer d'identifier quels pays pourraient aussi nous donner d'autres ressources. Vous avez aussi des boîtes d'outils et nous voulons vraiment faire tout pour nous assurer que ces processus soient très inclusifs. Nous allons essayer d'avoir des rapports de notation de personnes et nous allons essayer de noter
les progrès de chacun des objectifs qui sera indépendant de parce que nous savons qu'ils ne couvrent pas toujours tous les objectifs. Ils choisissent ceux où ils sont bons. Mais nous voulons entendre la vraie histoire pour voir où il y a des lacunes, où il y a des défis. Donc, nous nous réjouissons de travailler avec de nombreux d'entre vous dans les années à venir et j'espère que j'aurai plus de retours de Bethany et des autres. Je vous remercie de nouveau de m'avoir invité et je me réjouis de notre coopération dans l'avenir. Merci beaucoup, Oli, pour cette excellente présentation et pour ton travail d'organisation du processus de RNV. Nous attendons ce questionnaire et nous allons le diffuser dans notre réseau. Maintenant, nous allons entendre Asim Dio, qui est responsable du plaidoyer et des communications du CBM Bangladesh et qui a des lignes directrices et de l'expérience sur les RNV et l'implication des organisations de personnes handicapées. Asim, merci de vous être rejoint à nous et je vous donne la parole. Merci beaucoup, Bethany. Chers participants, bonjour, bon après-midi et bonsoir du Bangladesh. Je suis donc Asim Dio, responsable du plaidoyer de la communication du bureau de CBM au Bangladesh. J'ai eu l'occasion de travailler avec les organisations de personnes handicapées pour influencer le processus RNV du Bangladesh. Et je voudrais partager avec vous mon expérience et les leçons apprises pour voir comment nous pouvons travailler dans l'avenir. De mon expérience, le Bangladesh a déjà soumis 2 RNV en 2017 et en 2020. Du mouvement des droits des personnes handicapées, nous avons pu participer dans le premier, mais nous avons complètement manqué le deuxième. Et même pour le premier, les personnes handicapées et les organisations de personnes handicapées ont pour la plupart été exclues des consultations générales sur le RNV. Et à cause de cette situation d'exclusion, le mouvement des personnes handicapées et les organisations ont décidé ensemble de créer une alliance qui a été nommée Disability Alliance, SDG, donc l'Alliance des personnes handicapées sur les ODD, créée en 2017. Et la première initiative était d'influencer le processus RNV pour inclure les personnes handicapées à travers l'élaboration d'un exposé de position et de soumettre ce papier au coordinateur des ODD au sein du bureau du Premier ministre et aux membres de la commission de planification qui est située dans la division économique générale. Et afin de faire ceci, l'Alliance a décidé d'embaucher un consultant pour développer et élaborer cet exposé de position. Avec le soutien des membres de l'Alliance et avec le leadership de Sight Savers et le secrétariat de l'Alliance des personnes handicapées et soutenu par l'ADD, ce consultant a conçu la méthode, examiné la littérature, préparé un questionnaire et lorsque les consultations ont commencé, il y en avait une qui a été tenue au niveau national et 3 consultations au niveau infranational et local où les organisations de personnes handicapées ont participé. Plus de 250 personnes handicapées représentant plus de 100 organisations de personnes handicapées, ONG et les représentants du gouvernement ont participé aux
consultation et le résultat en a été compilé, rédigé, examiné et finalisé. Qu'est-ce qui est arrivé après? Nous avons eu une équipe déléguée qui a rencontré le coordonnateur des ODD et qui lui a remis ce rapport et qui a aussi rencontré les membres de la commission de planification pour leur remettre le rapport aussi. Ensuite, ce rapport a été publié en tant que rapport pour que le grand public puisse le consulter. En tant que résultat de cette initiative, le RNB actuel contient une partie sur les personnes handicapées. Donc, c'était le résultat, mais ce n'était pas un résultat suffisamment bon. Donc, nous avons des leçons que nous avons tirées de ce processus. Donc, nous avons commencé le processus trop tard. Le gouvernement, à ce moment-là, avait déjà tenu plusieurs consultations. Le processus a également manqué l'opportunité d'obtenir l'adhésion des principaux acteurs du développement. Nous avons donc manqué cette occasion de participer sur cette plateforme commune où nous aurions pu parler de nos problèmes. Nous avons aussi manqué l'occasion de participer avec les mainstream acteurs dans le domaine du handicap. Nous avons donc manqué cette occasion de participer à cette plateforme générale. Le processus a été principalement dirigé par des ONG et des ONG internationales. Les organisations de personnes handicapées étaient là seulement pour participer. Je vois donc ici que le leadership des organisations de personnes handicapées ne s'est pas passé. Et le processus a aussi été isolé, sans lien clair ni influence sur le processus RNB réel. Donc, il s'agissait d'un processus isolé. Et en fin de compte, nous aurions pu remettre le rapport aux autorités, mais nous ne savons pas à quel point le rapport va être influencé par ce que ce rapport contenait. Je pense qu'il est crucial de commencer le processus tôt pour s'assurer que nous ne ratons pas le coche. Aussi, il faut cibler le processus de RNB par le gouvernement pour influencer, devrait être plus la priorité que d'initier le RNB alternatif de manière isolée. Les organisations de personnes handicapées devraient prendre le leadership dans l'ensemble du processus où les ONG et la société civile peuvent jouer le rôle de facilitateur. Une bonne planification avec suffisamment de temps et de ressources devrait être clé. Le processus RNB doit être aussi considéré comme faisant partie des efforts de plaidoyer continu, plutôt que de le considérer comme une activité ponctuelle, comme il est perçu dans la plupart des pays. Et aussi, il faut avoir un plan de plaidoyer, de suivi du plan de plaidoyer clair qui doit être mis en place. À la fin de mon partage, je voudrais souligner aussi, vous parler de Disability Alliance qui a été formée avec des objectifs communs, donc de devenir une plateforme commune de discussion, de partage des connaissances sur le handicap et le développement, aussi de surveiller et suivre le progrès de la mise en œuvre des ODD au niveau du pays.
Ensuite, d'identifier la portée de l'intervention collective et la mobilisation des ressources pour faciliter la mise en œuvre des ODD pour les personnes handicapées. Et aussi collaborer avec les autorités gouvernementales pour assurer l'inclusion et l'engagement des personnes handicapées dans le processus de planification et de mise en œuvre. Dans cet effort de plaidoyer, cette alliance a déjà eu certains résultats et elle a réussi à influencer d'une certaine manière le RNB de 2017 par l'élaboration du RNB alternatif. Nous avons réussi à faire entendre la voix des personnes handicapées lors du Global Disability Summit en 2018. Un autre résultat que nous avons eu sous cette alliance, nous avons élaboré un référentiel donc les ODD et le handicap au Bangladesh. Nous avons pu voir l'objectif que nous voulons avoir jusqu'en 2022. Nous avons en ce moment, nous sommes en train d'influencer le recensement national qui aura lieu en décembre et aussi nous voulons influencer et prendre la voix des organisations locales du Bangladesh au sommet Global Disability Summit en 2022. Merci de m'avoir écouté. C'était un vrai plaisir de partager avec vous mon expérience modeste. Je pense qu'il est assez clair comment l'expérience du pays peut s'inscrire dans le processus global de RNB. Merci beaucoup, Asim. C'est très bien d'entendre avec le travail de l'Alliance pour les buts de développement durable et aussi le plaidoyer continu, et aussi de commencer à temps. Vraiment des bonnes informations pour garder en tête quand on fait cette planification. Alors, je vais utiliser ce moment pour faire une pause et de vous rappeler de la chance d'utiliser la fonction Q et A pour les questions et réponses. En bas de l'écran, je vois qu'on a déjà beaucoup de questions. Pour commencer, ce qui est super, prochain, nous allons discuter les buts de développement durable. Nous avons un changement de programme. Mario Salazar est incompris de temps ce matin. Alors, nous sommes très contents d'avoir Rosario Galarza. Je pense qu'elle n'a pas besoin d'être introduite. Elle a travaillé pendant beaucoup d'années avec IADAS. Nous sommes contents, vraiment chanceux de l'avoir dans le secrétariat de l'IDA, où elle est en train de supporter le travail des organismes des personnes avec handicap dans les rapports des buts de développement durable. Alors, je vais donner la parole à Rosario Galarza. Vous avez la parole. Thank you, Bethany. Thanks so much for inviting me. I know that I am Merci here beaucoup pour cette invitation. Je suis ici pour supporter le parce qu'il est en train de retourner son pays après avoir participé le COT Bridge au Kenya. Je suis ici pour parler de l'expérience de l'IDA dans l'élaboration pour supporter les organismes de personnes avec du handicap pour les rapports de but de développement durable. Je peux spécialement parler de l'expérience en Amérique latine. Pour vous donner un contexte, 2021, il y avait 44 pays qui ont soumis leur révision pour le forum de haut niveau. Et de ces 44, 9 étaient de l'Amérique latine. Et de ces pays en Amérique latine, 3 ont soumis les révisions volontaires nationales pour la première fois. C'était le Cuba, le Bolivia et le Nicaragua. 2 ont soumis leur révision nationale pour deuxième fois, la République dominicaine et
Et il y avait 4 qui ont soumis pour la 3e fois. C'était le Guatemala, Mexico et Colombie. Juste pour dire que ce que l'IDA a fait comme position pour les rapports quand le Bolivie et la République dominicaine, le Guatemala étaient les premières à compléter le rapport. Suite à cela, c'était la Colombie et le Bolivie. Bolivie est dans le processus de soumettre la dernière version du rapport et la République dominicaine ont complété le rapport grâce au financement donné par l'Union européenne dans un projet qu'ils ont pour les droits humains. Mais pourquoi est-ce que c'est important la participation des organismes de personnes avec handicap dans l'élaboration, la préparation de ces rapports? C'est très important parce que c'est la meilleure façon de faire une réalité principale de l'agenda 2020 pour ne laisser personne de côté. Si on veut participer définitivement, on doit s'engager avec ce processus et il faut faire le suivi de l'implémentation. Et il faut aussi faire une réalité, cette phrase qu'il ne faut avoir rien sans qui nous concerne sans lui. Tout ce qui concerne non seulement l'handicap, mais aussi dans tous les processus, les autres processus, parce qu'on parle d'une approche à deux chemins pour parler de l'handicap dans tous les autres domaines. C'est aussi important pour renforcer la capacité des organismes de personnes avec handicap de participer dans les processus de monitoring. Aussi, on essaie d'augmenter la capacité des organismes avec personnes avec handicap quand ils vont faire la révision nationale que le gouvernement a déjà soumis. C'est pour cette raison-là, par exemple, le cas du Guatemala, ils ont essayé de faire une coalition, non seulement aussi parité homme-femme, mais aussi parité géographique, non seulement la capitale, mais d'autres régions, aussi des personnes avec différents handicaps, spécialement parce que l'IDA veut faire prioriser la participation des personnes et des groupes non représentés avec handicap intellectuel, aussi ceux qui sont sourds et aveugles, aussi d'autres qui ne sont pas assez représentés. Il faut aussi promouvoir une participation active des organismes des personnes avec handicap et des handicaps. Et les modalités qu'on a utilisées pour supporter les organismes des personnes avec handicap pour préparer les rapports, c'est de faire des formations en ligne sur l'importance des buts de développement durable et aussi avoir des rencontres participatoires pour que ces groupes, Guatemala, Bolivie et Colombie, peuvent décider pour eux-mêmes quels sont les buts et les cibles qu'ils veulent prioriser. Par exemple, le Guatemala, ils ont fait comme priorité le but développement durable 3 et 13, Colombie numéro 8, 10 et 16, et le Bolivia, les buts développement durable 4, 3 et 8. Alors, on a essayé d'avoir un consensus, se mettre d'accord avec tous. Ils ont aussi essayé, certains pays ont eu des consultants, Guatemala, Colombie, de le faire eux-mêmes, de faire le rapport. Dans le cas de Guatemala, ils ont s'engagé avec le point focal dans leur pays. Et finalement, ils ont eu une rencontre avec et le gouvernement a accepté d'inclure le sommaire préparé par les organismes de personnes avec handicap viennent, ce qui va être bientôt publié. Les leçons apprises sont pour les organismes de personnes avec handicap, spécialement Bolivie, Guatemala, Colombie. Ils ne savent pas beaucoup sur le concept de coalition, mais parce qu'ils ont dû faire une coalition,
Ils travaillent en coalition, non seulement pour faire l'implémentation des buts de développement durable, mais aussi participer dans d'autres processus d'implémentation ou d'autres organes de l'ONU et mécanismes. Et aussi, ils ont maintenant une compréhension claire de l'accommodation raisonnable pour les personnes avec handicap, parce qu'ils sont au courant maintenant de l'importance d'inclure ou faire priorité les groupes qui sont sous-représentés. Et ils sont aussi en train de consolider leurs capacités et leur analyse du PNR qui a été soumis par le gouvernement, et aussi en train de développer une stratégie de plaidoyer pour continuer de faire ce type de rapport pour les buts de développement durable et aussi tous les autres organes de traité de l'ONU. Je pense que c'est un bon exemple comment les organismes personnes avec handicap peuvent participer dans les processus. Définitivement, l'IDA va sauter durant l'an prochain. C'est pour ça qu'on appelle à tous personnes avec handicap de penser des rapports alternatifs chaque jour, parce que l'an prochain, 2022, le but de développement durable 4 pour l'éducation incluse et aussi la parité enfin vont être revus. Merci beaucoup. Thank you, Rosario, for that important push for the topics that are Merci beaucoup, Rosario, pour ces thèmes qui sont sur le haut niveau politique et aussi pour avoir souligné les leçons apprises avec le travail qui a pris place l'an passé pour les personnes avec handicap. Je pense que c'est très important que toi et Assim ont souligné l'importance d'organisations de personnes avec handicap et leurs alliés qui se mettent ensemble en coalition. Merci encore une fois d'être avec nous. Je sais qu'on ne vous a pas donné beaucoup de temps. Prochainement, nous allons regarder l'engagement avec les mécanismes régionaux. C'est quelque chose que je pense qu'on tous plus à ce sujet. J'ai hâte d'entendre quelque chose de nouveau de Villani Mengasau, la coprésidente du Forum d'handicap pour la région du Pacifique et aussi pour la région de l'Asie-Pacifique pour un mécanisme d'échange et aussi un membre de présidence de l'IDA. On est vraiment content de vous avoir avec nous. Alors, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Bethany. C'est près de minuit ici à Palau où je me trouve. C'est une petite île, pays-île dans le Pacifique. Je viens d'une grande région, Asie-Pacifique. Il y aurait un grand groupe de parties prenantes et aussi différentes personnes qui sont membres des groupes parties prenantes, mais qui incluent les personnes avec handicap. Mais nous avons notre propre partie prenante pour les personnes avec handicap. C'est l'organisme de l'Association des personnes avec handicap, qui consiste aussi des organismes de personnes avec handicap pour la région. Vous donner un exemple où je me trouve, dans le Pacifique aussi, une des 5 grandes régions du monde définies par l'ONU. Nous avons un mécanisme très fort et bien établi dans l'Asie-Pacifique qui s'appelle le mécanisme d'engagement de la société civile de l'Asie-Pacifique. Alors, j'ai appris l'expérience de cela. On a un raccourci. Différentes représentations de personnes avec handicap et autres. Alors, raccourci APRCM, nous avons l'Asie-Pacifique, les constituants de l'Asie-Pacifique, et je suis un point focal pour la
constituances des personnes avec handicap de l'Asie. Nous avons plusieurs nos activités sont organisées sur les développements, nos participations pour les membres et d'autres membres actifs pour participer dans le forum Asie-Pacifique pour le développement durable, pour ne pas oublier que nous avons 5 sous-régions. Nos objectifs, c'est de sensibiliser, souligner les efforts de plaidoyer et aussi l'implémentation des buts de développement durable. On participe dans l'Union régionale et on fait bâtir la communauté en sensibilisant sur l'implémentation du CRPD. L'établissement de notre organisme de handicap en Asie-Pacifique, c'est qu'on a point focal, on va encourager la participation des membres. Ce sont des composantes cruciales de l'organisme. On utilise l'information pour créer l'opportunité, on va coordonner le message et aussi on fait le plaidoyer public. On va aussi encourager la participation des membres. Nous avons notre propre liste. Nous avons une adresse courriel. Je vais la mettre dans le chat box pour être ajouté à la liste pour ceux qui sont dans la région de l'Asie-Pacifique. Alors pour cette opportunité, je pense que c'est une chance d'apprentissage parce que c'est une grande région du monde. Avec l'engagement dans la région de l'Asie-Pacifique. Moi, comme point focal, 5 sous-régions, l'Asie de l'Est, l'Asie du Nord et centrale, Pacifique, Sud-Est Asie et Sud-Ouest de l'Asie. Imaginez ces 5 sous-régions, beaucoup de points focaux sous-régionaux qui vont travailler ensemble pour la facilitation des groupes de travail pour organiser des rencontres, pour garder aussi la bonne participation des membres. Et c'est aussi un défi pour nous dans l'Asie-Pacifique. C'est aussi dû aux restrictions du COVID et aussi d'autres questions internes. Mais nous avons planifié ceci en place l'an prochain. Mais comme nous sommes aussi, comme on a continué d'avancer, de faire cet organisme actif, nous en avons créé 3 groupes de travail, groupe de plaidoyer. Le but, c'est de développer le membre, sensibiliser dans la région, aussi créer des messages, aussi groupe développement de capacité pour écrire des discours. Et aussi groupe de travail de communication qui va sensibiliser sur cela. Et ces 3 groupes de travail, nous avons dans le groupe de Asie-Pacifique été travailler activement, collaborer, aussi donner notre temps volontairement pour faire notre organisme actif. Je sais qu'il y a un ralentissement dans le groupe, tandis que c'est une chance pour nous de développer la communication dans l'Asie-Pacifique avec les 5 sous-groupes. Il faut augmenter la communication avec tous les groupes, les membres et les personnes avec handicap. C'est aussi une chance d'apprendre quels sont les succès pour se prioriser, pour s'organiser, comment on peut avancer avec ses priorités, avec l'action, comment impacter aussi, être bénéficiaire pour notre personne en Asie-Pacifique pour continuer de développer et supporter ce mécanisme régional de l'Asie-Pacifique. C'est un des mécanismes régionaux où le groupe avec handicap
participe dans toutes les rencontres sur la région de l'Asie-Pacifique, aussi faire le plus possible, engager les sous-régions pour s'assurer que nous allons continuer de développer le mouvement, tous ces défis d'apprentissage pour l'an prochain. Alors, c'est ce que je peux partager avec le mécanisme régional. Et je suis ouverte pour toute question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vilane. Ceci, il y a beaucoup d'organisations impliquées, les organisations de personnes handicapées dans votre région sont très bien accompagnées et je voudrais profiter de l'offre de Vilane de vous rejoindre à la liste de services. Et je pense que cette liste est très active et c'est une bonne occasion d'apprendre de cette expérience. Nous sommes presque prêts à passer aux questions et réponses. Et je voulais d'abord annoncer que le groupe d'acteurs de personnes handicapées a un exposé de position qui est presque prêt pour des apports des organisations de personnes handicapées. Toutes les années, chaque groupe d'acteurs prépare un exposé de position pour le forum politique de haut niveau qui couvre tous les domaines qui seront discutés au sein de ce forum. Et cette année, nous aurons une discussion sur l'éducation inclusive et l'égalité des sexes. Nous allons aussi discuter des partenariats pour les objectifs. Nous avons fait des recherches et commencé à élaborer l'exposé, mais si vous avez des expériences que vous voulez partager avec nous, nous allons lancer un appel à intérêt pour des contributions à cet exposé vers la fin de cette semaine. Vous pouvez vous inscrire et nous allons vous envoyer cette partie du document où vous pourrez ajouter des éléments. Nous avons fait la recherche de base pour vous faciliter le travail et pour que vous puissiez uniquement ajouter vos expériences à ce papier pour refléter les expériences des organisations de personnes handicapées dans le monde. Même si vous n'avez pas 20 heures pour vous asseoir et écrire, nous remercions Tania Mills pour tout son travail. Elle a permis que nous ayons quelque chose à partager avec vous. Nous allons envoyer un email pour vous demander d'exprimer votre intérêt pour la participation dans ce processus et le papier final, l'exposé final sera prêt mi-janvier. Que les organisations peuvent participer partout dans le monde, dans le VNR, dans la préparation du rapport. Avec ceci, nous passons à la session de questions-réponses. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir envoyé autant de questions pour cette session. Ça me fait plaisir de voir. Je vais commencer par la question de George Corey. Est-ce que les groupes d'acteurs des personnes handicapées sont permis à participer dans les réunions des groupes de clusters des gouvernements? Je pense que c'est une question que je poserai à Assim et Oli.
Est-ce que l'un d'entre vous voudrait répondre à cette question? Oui, je peux répondre, Bethany. Ceci est différent pour chaque pays et je pense que le défi que nous avons rencontré au cours des années est que les différents pays entament des processus de consultation de différentes manières. Il existe des instructions, lignes directrices de l'ONU qui soulignent une approche de l'ensemble de la société et que les consultations devraient être ouvertes à tous les groupes d'acteurs, mais ce processus, ces instructions sont volontaires, donc chaque gouvernement choisit comment il va l'appliquer et comment les réunions vont se passer. Nous savons que dans certains cas, ces réunions sont plus inclusives que d'autres. Mais une fois que nous avons pu lancer cet appel d'expression d'intérêt, je vous prie de nous contacter et de remplir ce questionnaire pour savoir quels groupes sont actifs dans quel pays et nous pouvons de notre côté essayer de faire pression pour que ces processus s'ouvrent l'année prochaine, dès qu'ils commencent. Merci beaucoup et je vois que nous avons une autre question de Nomatensa Mapande. Comment est-ce que nous pouvons avoir un corps de monitoring pour l'Union africaine? Je vois que les personnes qui sont chargées du portfolio du handicap ne sont pas des personnes handicapées. Je relis ces questions pour que nos interprètes puissent partager avec vous leur contenu qui est en anglais. Si quelqu'un voudrait poser la question dans une autre langue, ça peut se faire aussi dans le chat. Cette question sur le monitoring dans l'Union africaine est une question de mécanismes régionaux, mais aussi une question spécifique sur une région spécifique particulière. Je me demande peut-être Suleiman pourrait partager avec nous ses idées. Suleiman? Si tu es toujours avec nous. Non, peut-être qu'il n'est plus disponible. Oui, je suis. OK. Merci beaucoup pour cette question. Lorsque vous parlez de portefeuille, dans l'Union africaine, j'ai aussi essayé parce que à l'Union africaine, le représentant pour l'éducation des personnes handicapées est quelqu'un qui n'a aucun handicap et nous essayons de faire le plaidoyer pour que le portefeuille soit plus inclusif au sein de l'Union africaine. Donc, nous plaidoyons par de l'African Disability Forum, qui est l'une des organisations les plus puissantes en Afrique. Et la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur exécutif et ils ont dit qu'ils sont en train d'essayer d'adopter des stratégies pour s'assurer que l'Union africaine ait plus de reconnaissance du handicap. Les gouvernements africains doivent prendre
plus au sérieux la sensibilisation sur le concept du handicap, de l'inclusion, de l'accessibilité des personnes handicapées, parce que la plupart des pays africains sont sous-développés et les personnes handicapées elles-mêmes doivent avoir une forte voix en sachant que English. en Afrique, nous avons le français, l'anglais, l'arabe And the Zulezu, which is in South Africa. et le Zulu en Afrique du Sud. Donc, nous devons tous ensemble plaidoyer pour que les changements arrivent dans l'Union africaine. Merci beaucoup, Suleiman, pour cette réponse. La question à laquelle nous allons répondre maintenant, je vais demander à Rosario de répondre, donc je vais la lire. J'aime la phrase « Personne, ne laissez personne derrière ». Mais je vis au Guatemala et je sais que dans mon pays, au moins, la plupart des personnes handicapées sont laissées derrière. Je sais que ces processus sont difficiles à mener vers l'avant, mais je pense que des stratégies alternatives devraient être développées et mises en œuvre pour permettre l'accès et des opportunités à la majorité des personnes handicapées qui n'appartiennent pas aux organisations de personnes handicapées pour que ce sujet puisse aller vers l'avant. Donc, Rosario, est-ce que tu peux nous dire comment nous pouvons inclure les personnes handicapées qui ne font pas partie des organisations de personnes handicapées? Merci beaucoup pour cette question, Bethany. Ceci est très important dans le contexte, surtout des pays dans l'Amérique du Sud. Il est difficile de joindre les personnes qui vivent dans les communautés autochtones et il est très difficile de les joindre. Mais ce que nous essayons de consulter les organisations de personnes handicapées pour voir s'ils connaissent d'autres membres de la communauté. Nous essayons de parler avec tous pour qu'ils puissent peut-être contacter les gens qui ne participent pas aux formations, aux séminaires, etc. Ceci est une manière de le faire, mais aussi, on peut le faire par le biais de Rialit, parce qu'il est membre de IDA. Nous avons des organisations nationales ici qui essaient donc de contacter les différentes associations par type de handicap, par exemple l'association de personnes aveugles, de personnes sourdes, pour ne laisser personne derrière. Mais définitivement, à la fin de la journée, il est clair que même si nous essayons de rejoindre autant de personnes que possible, il y a toujours des gens qui restent derrière. Nous faisons ce qui est possible. Nous allons essayer d'améliorer cela dans les années à venir, mais si vous pouvez nous aider à le faire, vous êtes très bienvenus avec des suggestions sur comment joindre d'autres personnes handicapées si vous connaissez des outils que nous n'avons pas utilisés. Merci beaucoup, Rosario. Nous n'avons que quelques minutes encore. Donc, je vais prendre une question
chat pour la poser à tout le monde. C'est une question très importante. C'est une question sur les ressources, sur comment est-ce que les organisations de personnes handicapées forment des coalitions. C'est quelque chose qui peut être représenter un travail très intensif et qui exige beaucoup de ressources. Donc, quels sont les mécanismes qui existent pour soutenir les organisations de personnes handicapées pour s'engager dans ce travail de préparation pour le forum politique de haut niveau? Est-ce que vous voulez que je réponde à cette question, Bethany? Oui, bien sûr. Je voudrais avoir une réponse de vous. Rosario, vous avez la parole et c'est ensuite Salayman qui va parler. Je pense que, bien sûr, il est très important de définir le concept de coalition parce que souvent, des organisations ont une mauvaise idée de ce que ça signifie la coalition. Nous devons leur expliquer pourquoi il est important de travailler en coalition pour représenter plusieurs voix diverses. Ce n'est pas seulement parce que nous donnons de la valeur à la diversité, mais c'est aussi parce que nous voulons enrichir notre rapport et la seule manière de le faire, c'est d'inclure plusieurs voix. Parce que, par exemple, nous incluons souvent des barrières, mais peut-être que d'autres groupes de personnes handicapées ont un autre type de barrière. Donc, il faut d'abord former les organisations sur l'importance de la coalition et ensuite essayer de faire réfléchir tous les membres de la coalition là-dessus. On peut aussi voir avoir des coalitions qui ne vont pas travailler uniquement sur ce rapport-là, mais sur d'autres rapports aussi. Et je pense qu'il est très important de parler avec les organisations de personnes handicapées pour qu'elles comprennent très bien quelle est l'idée de la création d'une coalition. Merci beaucoup, Rosario. Et Suleiman, vous avez la parole pour la dernière intervention. Nous devons finir bientôt. Merci beaucoup. Oui, il est important que les organisations de personnes handicapées aient une même voix. Elles doivent avoir une bonne stratégie, une bonne politique sur comment ils veulent coopérer avec d'autres organisations parce que il ne s'agit pas uniquement des personnes handicapées, mais aussi de comment nous pouvons être inclus dans la société plus large. La société n'est pas composée seulement des personnes handicapées. Donc, nous devons prendre toutes les ressources disponibles. Il faut savoir comment les utiliser au meilleur. De renforcement de capacité, des formations pour que les personnes handicapées puissent et la population générale puisse promouvoir les droits des personnes handicapées. Les personnes handicapées doivent prendre le relais, diriger le processus. Merci beaucoup, Suleiman. Et avec cela, je vais dire très bonne discussion, c'est bonne. On n'était pas capable de répondre à toutes les questions dans les questions. La réponse, s'il vous plaît, nous envoyer courriel avec vos questions. Nous allons faire notre meilleur pour les répondre avant la fin du programme. Avec cela, je vous dis grand merci
nos interprètes pour le signe de langage, aussi Nigérien international, aussi nos interprètes français et espagnols, et aussi grand merci pour notre équipe de logistique aussi pour être capable d'avoir une large inclusion. S'il vous plaît, restez alerte pour les informations pour le groupe de plaidoyer aussi. Joignez-vous au forum CRPD. Les serves, nous allons hâte de vous supporter, de travailler avec vous dans un forum de haut niveau. Merci aussi pour nos panélistes qui ont été avec nous et aussi les représentants qui ont été ici pour avoir une discussion riche. Merci beaucoup. Au revoir.